Centre Leclerc de Moselle. Et pour toujours plus de promos, téléchargez l'application Mon Leclerc. Un changement d'entraîneur pour un déclic psychologique, mais des résultats comptables encore attendus. Le FC Metz n'est pas le seul cas en Ligue 1. Un nouveau coach pour une nouvelle vie, est-ce dépassé? Analyse. Ce week-end, les Grenats reçoivent le Stade brestois. Alors que les joueurs touchés mentalement sont à la recherche de leur première victoire de l'ère Tavenot, les supporters, eux, passent à l'acte et expriment leur ras-le-bol avant match. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre nouveau numéro du Graoli Mag, pile à l'heure comme on aime le dire chez nous. On est avec nos chroniqueurs du jour, vous l'avez vu, le programme d'aujourd'hui sera assez chargé. On va revenir sur la rencontre face à Brest, mais pas que. Avant ça, petite présentation de nos copains du jour. Arthur Carmier est avec nous, salut Arthur. Salut Aymeric, salut à tous. Bertrand Antoine est avec nous après un petit voyage du côté du Racing Club de Lens. Un séjour riche en enseignements dans le Nord, très bien accueilli. Tu verras, tu seras tout aussi bien accueilli, mais il y aura peut-être un peu moins d'enseignements aujourd'hui, quoique, ça dépendra de vos arguments dans le débat du jour. Franck Signorino est également avec nous, salut Franck. Bonjour à tous, et désolé, le retard est dû à mon retard justement, donc je m'excuse auprès de tout le monde. Faut t'avouer, à moitié pardonné, tu n'auras qu'un carton jaune pour cette émission et pas de rouge. Pourtant, c'est pas le genre de défenseur à être en retard, hein, Franck Signorino. Non, toujours, on a plein de photos qui montrent qu'il est toujours à temps sur ses adversaires. Nous, on va commencer sans plus tarder avec l'actualité de la semaine. Et une notion pour cette actualité de la semaine qui est l'arbitrage. On va commencer d'abord avec la direction de l'arbitrage qui est revenue comme toutes les semaines sur ce qu'il s'est passé en Ligue 1 et plus particulièrement lors de la rencontre entre le Paris Saint-Germain et le FC Metz. Alors y avait-il vraiment rouge ou pas pour Jean-Philippe Bamin? Ça a été annulé par la VAR et ça a été validé par la direction de l'arbitrage. Pas de mise en danger de l'intégrité physique, c'est ce qui a été dit. Néanmoins, un geste antisportif qui relève d'une attitude inconsidérée justifiant le carton jaune. Franck, on l'a déjà dit plusieurs fois, on revient très rapidement dessus. C'est bien aussi quand la VAR arrive à corriger certaines erreurs. Là, ça a été le cas, ça a été validé derrière, on nous explique pourquoi. Bon, plus de débat là-dessus. Non, je trouve que c'est bien parce qu'il me semble qu'il y a quelques semaines, on avait remis en cause justement comme quoi il y a la partialité de certaines décisions qui étaient défavorables au FC Metz. Là, en l'occurrence, ça allait. Donc, est-ce que ça équilibre une saison? Je ne sais pas, mais on peut dire qu'au moins le FC Metz a bénéficié du système et que ce n'est pas uniquement envers les gros. Donc c'est ça qu'il faut retenir, ce petit message que le FC Metz a pu obtenir. On pourra revenir dessus au fil de la saison dans une autre émission. C'est vrai qu'il y a des comptes qui s'amusent à calculer les décisions. Est-ce que ça rapporte plus ou moins de points? Est-ce que ça s'équilibre? On verra où en est le FC Metz peut-être plus vers la fin de la saison. On va venir à la deuxième information. Vous savez, il y a des règles dans le football qui évoluent et ce samedi, ça pourrait être un vrai tournant pour le football moderne. Une nouvelle règle qui pourrait être étudiée par la FIFA et l'IFAB. Une règle selon laquelle chaque joueur ayant reçu un traitement sur le terrain devra rester sur le côté pendant au moins 1 minute. Bertrand, c'est vrai qu'on a envie de couper un petit peu le jeu et peut-être d'éviter l'anti-jeu pour cette décision-là. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de devoir faire sortir pendant au moins 1 minute un joueur qui subit des traitements médicaux? Je n'ai pas un avis tranché sur la question. Après, ce qui je trouve bien, c'est de mener une réflexion, en tout cas pour éviter l'anti-jeu. Oui, effectivement, parce que si ça peut être une stratégie utilisée par certaines équipes ou certains coachs, c'est pas dans l'esprit du fair play et en tout cas de la conception que j'ai du football. Donc voilà, s'il y a des personnes qui réfléchissent à ça, bon, un peu dans l'esprit aussi avec la loi Wenger qui devrait peut-être être mis en... J'ai cru lire qu'elle serait peut-être en mode laboratoire au Canada. Utilisé au Canada avec la question du hors-jeu pour moi, on déplace le problème. Ouais, mais ça, c'est mon avis. Mais bon, après, ça mérite au moins de faire évoluer au même titre que la règle des 8 secondes avec un corner. Bon, malheureusement, ça avait... On pourra en reparler un petit peu plus tard dans l'émission. Parce qu'on se souvient de quel match c'était? Oui. Moi, par rapport à ce sujet, je suis vraiment partagé. Parce que, alors, d'un côté, on peut dire oui, tu vas lutter contre les joueurs qui simulent, ce genre de choses, etc. Et du coup, tu les sanctionnes. Par contre, tu donnes la main à des joueurs plutôt rugueux.
et au club ou à l'équipe qui fait une grosse faute, qui blesse le joueur, donc le joueur, non seulement il doit sortir, parce qu'il a besoin de soins, mais en plus, si les soins durent moins d'une minute, tu le maintiens dehors et donc coup, ça favorise l'équipe qui a fait la faute. Alors j'ai lu par rapport à ça, Franck, que si effectivement il y a grosse faute, bon, tu peux imaginer qu'il y ait carton jaune, et auquel cas ça annule en fait la sortie minute. du joueur. Ouais, le joueur sort pas, ce qui est déjà le cas là. D'accord. Est-ce qu'on pourrait aussi instaurer justement, si cette nouvelle règle se met en place, si un joueur qui reçoit des soins, comme le gardien de but, est-ce qu'il pourrait rester sur le terrain sans sortir si effectivement il a reçu un... Ça concerne pas le gardien. Non, mais effectivement, si on étend cette règle du gardien de but pour tous les joueurs, afin de, justement, quand il y a vraiment grosse faute qui vaut un carton jaune, on peut soigner le joueur afin qu'il puisse reprendre directement. Là, quoi qu'il arrive, on sent quand même que dans ces règles, on a envie de limiter un petit peu le temps de jeu mort des matchs. Parce qu'on le sait, sur 90 minutes, c'est quoi ? C'est un peu moins d'une heure de temps de jeu effectif. On a vraiment envie de limiter ça. Après, ça me rappelle un petit peu, nous on avait subi ça avec donc le FC Metz, on joue contre Lyon, on était à 82e, coup franc pour Lyon, et en face c'est Juninho. Il se précipite pour tirer, il met une minace au-dessus des buts, l'arbitre dit non mais j'avais pas sifflé, donc tu vas retirer le coup franc. Ah bah, chiant. On lui dit, monsieur l'arbitre, en gros vous le sanctionnez pas. Mais déjà, il ne respecte pas les règles, et en plus, vous lui redonnez une chance de tirer. Oui, c'est chiant parce qu'il les tire mal en plus. Donc. Voilà, c'est ça. Oui, mais machin, il retire, lucarne, 82e. Et du coup, on avait perdu le match 2-0, parce que finalement, après, on s'était découvert, on avait pris un deuxième but par Berkouniou, il me semble. Du coup, c'est des fois des règles qui favorisent la personne qui fait la faute. En fait, parce qu'à chaque fois, tu penses à une règle, il faut déjà que tu penses à l'exception, est-ce qu'il va falloir faire ci, Exactement. c'est dans quel cas de figure. C'est pour ça que s'il y a vraiment agression, ou alors... le joueur sort une minute, mais celui qui a effectué l'agression sort avec. Tu vois ce que je veux dire ? Trouver une formule où ça ne bénéficie pas au fauteur. Non, mais que ça ne bénéficie pas aux joueurs fautifs. N'y voyez pas là un parallèle politique ou administratif, mais quand on empile des lois, ça fait un effet millefeuille. Et le football, c'est un peu comme la société. Quand il y a un peu trop d'éléments à prendre en compte, quand on rend les lois du jeu et le jeu en tant que tel difficile, on peut parfois se perdre. Et à partir du moment, c'est vrai, l'idée où tu fais une faute, le joueur blesse le joueur adverse. Le joueur adverse est obligé de sortir pour avoir des soins. Le joueur qui a effectué la faute sort avec lui et... D'ailleurs, soigne l'autre joueur aussi. Ouais, mais lui, un petit bandage, un petit coup de bisou dans le dos. Voilà, oui. Messieurs, on va continuer à débattre évidemment sur le football, mais aussi un petit peu sur le FC Metz. On va démarrer notre deuxième partie d'ailleurs, c'est le débat. Là, il ne sera pas question d'arbitrage, mais plutôt d'entraîneur. Est-ce que changer d'entraîneur est encore un déclic psychologique dans le football moderne ? Je me suis posé la question, voilà, pour vous donner un petit peu les coulisses de cette émission, en me basant tout d'abord sur le rendement de Benoît Thavenot avec le FC Metz. Il a depuis 5 rencontres maintenant, on va pouvoir regarder, c'est 1 nul, 4 défaites, 3 buts inscrits, 12 buts encaissés. C'est, on va le dire, Nathan, on peut donner des statistiques, car Nathan est aussi avec nous, c'est une statistique pas franchement folle pour le nouvel entraîneur du FC Metz. Ouais, effectivement, Thavenot, c'est seulement 0,2 points en moyenne par match, la même moyenne que Stéphane Le Mignan sur ses 5 derniers matchs en Ligue 1, avant d'être limogé. Ajoutez évidemment à cela l'élimination en Coupe de France contre Montpellier. C'est vrai que, Bertrand, je vais me tourner vers toi. L'objectif, quand tu veux changer d'entraîneur, c'est d'insuffler une nouvelle dynamique. Avant de parler de manière générale de la Ligue 1, où c'est le cas pour pas mal de clubs, déjà le FC Metz, pour le moment, ça n'a pas pris comptablement, même si le calendrier n'était pas forcément n'est pas un cadeau. C'est pas propre au FC Metz. J'ai lu une étude d'un chercheur du CNRS qui a donc regardé les changements qui pouvaient être opérés quand il y avait justement un changement d'entraîneur sur une longue période, c'est sur 20 ans, c'est de 98 à 2018. Donc c'était une étude avant Covid. Un des éléments, en tout cas, qui ressortait, c'est qu'il n'y avait pas de choc psychologique et que les résultats et la performance étaient quasiment, je dirais, égales. Voilà. Donc, on peut se poser la question, effectivement, de ce choix-là que font nos dirigeants, les présidents. Est-ce qu'ils répondent à une pression externe au club de la part des supporters qui sont souvent mécontents, peut-être, des résultats ?
Est-ce que c'est plutôt en interne où ça fait débat? La seule nuance que j'apporte à mes propos, c'est quand il y a des tensions dans le vestiaire, que ça soit entre les joueurs ou vis-à-vis du staff ou de l'entraîneur. Où là, effectivement, il y a des effets bénéfiques. Mais sinon, sur cette étude, non, il n'y a pas le déclic. Après, c'est s'opère pas. c'est toujours la même réflexion du regret ou du remords. C'est ça part mal, on a mal préparé la saison, ou on a une mauvaise dynamique, etc. On est dans la continuité en espérant que ça change, mais tu auras toujours le regret, à la fin, si tu descends, de dire « ouais, mais on n'a pas tout tenté pour essayer de changer les choses ou de faire… » Mais la preuve en est que ça ne change rien. Ouais, après, mais Donc, comme tu peut-être dis, même sur une moyenne. C'est des faits. Sur une moyenne, tu vois. Mais est-ce que du coup, dans ce cas-là, tu dis, tu restes comme ça et tu attends que ça se passe et tu fais confiance. Moi, non, je pense qu'il y a des choses. Je pense que. Pardon, excuse-moi, je te laisse finir. Non, après, je pense que effectivement, sur une moyenne, ça bénéficie. Sur d'autres, c'est même pire. Là, on peut dire que pour l'instant, il n'y a pas d'effet psychologique. Moi, sur les chiffres qu'on me donne, ce qui m'interpelle, c'est que tu espérais, avec ce changement, que tu prennes moins de buts. Et en 5 matchs, tu en prends 12, plus le match de Coupe de France, c'est ça? Non, ça c'est juste pour Benoît Tavenot, ça. Oui. Le match de Coupe de France, c'est sous Stéphane Oui, Le c'est Mignan déjà. Stéphane Le Mignan. Mais du coup, tu as 12 buts en 5 matchs. Tu es pratiquement à une moyenne de 3 buts par match. Hein, voilà. Le changement n'est pas de ce côté-là. Moi, je pense que le changement a du bon sur certaines formes de jeu, de dynamique ou d'aspect du jeu. Là, c'est ce que tu recherchais. Mais c'est vrai que pour l'instant, ça ne porte pas ses fruits. On reviendra sur l'aspect mental pour le FC Metz dans l'avant-match parce que vous allez le voir, il y a pas mal de choses à dire. Arthur, c'est vrai que le changement d'entraîneur n'est pas que dû au FC Metz cette saison. Déjà 8 changements de club en Ligue 1 d'entraîneur. Le dernier en date, Antoine Comboiré avec le Paris FC, cité à un moment donné du côté du FC Metz, peut-être pour remplacer Stéphane Le Mignan. Mais quand on regarde un petit peu aussi, c'est souvent du très court terme jusqu'à la fin de la saison pour Antoine Comboiré, 1 an et demi pour Francaise ou encore Habib Beye, Benoît Tavenot également, jusqu'à la fin de la saison. C'est vrai qu'on est plutôt dans la réaction d'urgence et difficile pour un entraîneur d'arriver, de tout révolutionner quand il a ni préparation et qu'en plus il a que, là on l'a dit, 3 mois pour essayer de changer tout. Pour prendre le dernier exemple en date, celui du Paris FC avec Antoine Comboiré, c'est vraiment l'exemple type, Comboiré, du coach qui va arriver dans un club qui n'est pas là pour du long terme et qui va essayer... Il y a une liste de noms qui ressort à chaque fois de toute manière, parce que là on l'a vu, Pascal Duprat, Comboiré... Les Dalloglio, même si Olivier Dalloglio, c'est un entraîneur qu'on a vu parfois sur le long terme dans ses précédents projets. Il y a des spécialistes vraiment de ça, de ces missions sauvetage qu'on peut penser désespérées. On s'était posé la question, est-ce que le FC Metz aurait dû faire appel à un pompier professionnel et non un pompier volontaire? L'histoire dira peut-être que oui, mais quand on voit la liste de tous ces changements, il y a certains clubs où, pour prendre l'exemple du Paris FC ou du FC Metz, on est inquiet concernant une éventuelle descente, parce que le Paris FC est loin d'être à l'abri. La situation du FC Metz, on sait ce qu'elle est. Habib Beye à Rennes, ça n'allait plus. Il a eu de la chance, il a trouvé, grâce à son passé de joueur à l'OM, le siège de l'Olympique de Marseille. Francaise, pareil, ça passait pas forcément à Nice, mais ça reste un excellent entraîneur qui a réussi à rebondir à Rennes. Donc il y a plein de situations particulières. Parfois, l'entraîneur, comme l'a souligné Bertrand, peut être non pas forcément en conflit, mais pas sur la même longueur d'onde que ses joueurs. Et ça, c'est des choses qui peuvent arriver. C'était peut-être le cas au FC Metz avec Stéphane Le Mignan. Très important ce que tu dis, si je peux me permettre, Arthur, de rebondir. L'alignement, parce que là, en fait, on est dans la réaction. Et pour moi, on ne doit pas être dans la réaction, on doit être dans l'anticipation. Donc, au départ, un club doit avoir une vision. La vision amène une stratégie, la stratégie amène une méthodologie. Et donc là, vous alignez président, directeur sportif, directeur général, directrice générale, peu importe, et puis le coach. Et si ces personnes-là ne sont pas dans l'alignement, ben forcément, ça amène, je dirais, des problèmes au projet. Et j'irai plus loin. Hein. Tu dois même, après l'entraîneur,
avoir les joueurs qui sont dans le projet de l'entraîneur et de la philosophie. Parce que si tu as tout ça qui est aligné, mais que finalement on impose des joueurs qui n'ont pas été identifiés par l'entraîneur, directeur sportif, qui sont dans la même lignée, ça ne tient pas. Tu as raison. Donc c'est vraiment une ligne continue. Mais par contre, tu n'es pas à l'abri qu'à un moment donné, ce projet où tu es dans l'alignement, tu es une cassure. Mhm. Et d'où, par exemple, des fois les soucis avec Antonetti ou avec Camboiré, qui sont des hommes plutôt durs sur l'homme, sur l'investissement au quotidien, même quand ça va bien. Et ils arrivent, même à Albert Cartier, qui est un peu dans le même profil, qui te disent ouais, on continue, et H24, il n'y a pas du lâcher. Du coup, tu uses. Mais tu renforces ce que je disais justement sur l'alignement avec toutes ces personnes-là. C'est-à-dire qu'un projet club, il doit être justement partagé par rapport à cet ensemble de personnes qui sont dans les strates différentes avec des rôles tout aussi importants les uns et les unes que les autres. La recherche de la performance, on s'appuie sur quatre environnements. Le joueur, le coach, les infrastructures, la structure. Et après, la performance, on peut parler aussi de performance collective, bien entendu. Donc collective, là, tu inclus tout le monde, forcément. Et si c'est tous ces éléments qui sont très, je dirais, complexes, c'est pour ça, quand on parle de déclic, il y a tellement d'éléments, en fait, c'est pas une personne qui va changer l'affaire, que ça soit Benoît Thavenot ou un autre. Donc, je pense que ça, c'est des choses qu'il faut mettre en place et prendre le temps aussi après de prendre les bonnes décisions, le temps voulu, parce que, oui, effectivement, tout n'est pas peut-être juste, on peut se tromper, on peut faire des erreurs, mais de là à changer... alors le pire, moi, c'est quand, là, j'ai entendu Nantes qui parlait d'un troisième coach cette saison. Mais comment... C'est pas une nouveauté, c'est Lyon il n'y a pas longtemps. Je l'ai vécu, je l'ai vécu à Nantes. Pareil, on n'a pas forcément cité cet exemple. Je ne sais pas s'il y avait urgence pour Nantes à limoger son entraîneur Castro, qui avait fait d'excellentes choses à Dunkerque, et d'envoyer au feu, c'est un petit peu comme Thavenot avec le FC Metz, d'envoyer au feu Cantari, qui est un excellent défenseur certes, mais qui est un très très jeune coach. C'est pas rendre service parfois à ces jeunes coachs de les lancer dans des projets aussi... En fait, tu as l'impression que tu n'as plus le temps, c'est ce que je dis dans le court-termisme, c'est qu'en fait aujourd'hui tu n'as plus le temps, on l'a vu sur certains même plus grands clubs, et ça a été déjà dit, certains clubs ont besoin de plusieurs saisons pour amener justement quelque chose, une méthodologie. Alors, je vais citer des exemples qui ne se comparent pas forcément à CS, mais Arsenal, ce genre de choses. On a vu Jürgen Klopp quand il était à Liverpool, plein d'entraîneurs en vrai. Luis Enrique aussi, c'est un truc, tu peux avoir des résultats tout de suite pour tous les coachs, à moins que. Non, pas du tout. Pour renforcer tes propos, regarde Liverpool. Liverpool, ils ont quand même traversé. Alors certes, il y a eu aussi des événements à l'intersaison qui ont été dramatiques avec la perte de joueurs. Exactement. Mais par contre, ils ont gardé le coach, ils n'ont pas changé. Et, alors peut-être que c'est pas dans la lignée de ce qu'ils voulaient faire cette saison, mais ça repart. Cognoli. À Monaco, Pocognoli. Oui, j'ai mal. Ça va bien se passer, ne t'en fais pas. Tout va bien. Monaco a même acheté, si je puis dire, le contrat de Pocognoli. C'était Bruges, il me semble, son ancien club. Ouais. Si je dis pas de bêtises. Non, je dis une bêtise. Il était il était dans le championnat belge. Peut-être que Nathan peut regarder très rapidement où était l'ancien coach. Petite colle là pour. Je vais regarder. Mais pareil. Là aussi, à l'AS Monaco, on avait un entraîneur à 18h qui avait fait de bonnes choses, qui avait avec lui un certain pédigré. Avec Francfort, il avait fait de très beaux parcours en Coupe d'Europe. Mais il y a peut-être cette forme de cassure. C'est peut-être aussi ce qu'a vécu Stéphane Le Mignan avec le FC Metz. Mais c'est là où ça nous attriste parce que... on parlait de projet, de ligne directrice. On l'a deviné, cette ligne directrice entre le projet sportif, entre l'entraîneur. Mais ça n'a pas été validé par les résultats en Ligue 1 parce que peut-être que le coach n'a pas été assez flexible dans sa philosophie de jeu, n'a peut-être pas donné assez confiance à certains joueurs. Alors, on a vu Benjamin Stambouli ici sur ce plateau qui expliquait qu'il n'y avait pas de souci. Donc s'il n'y avait pas de souci entre Le Mignan et Stambouli, peut-être que la situation n'était pas aussi compliquée qu'il n'y paraissait. Mais là, en changeant d'entraîneur, le FC Metz a voulu créer un déclic, mais il s'est tourné vers le profil le plus, disponible tout de suite, Benoît Thavenot. Je suis pas sûr. Et il n'a peut-être pas forcément... C'est pas une question de disponibilité tout de suite. Alors, tu as ça. Tu as aussi maintenant, par rapport au passé, l'aspect financier.
Oui. Parce qu'avant, de souvenir quand même, tu changeais d'entraîneur et tu te tournais vers la disponibilité. Mais dans cette disponibilité, tu cherchais une pointure capable de correspondre aux critères que tu recherches. Là, c'est plus, tu changes, mais tu n'as pas forcément les moyens de te payer ce que tu aurais envie de te payer. Du coup, tu te tournes, et c'est pas manquer de respect à Benoît Thavenot, c'est que lui avait connaissait la maison, donc on a privilégié ça en disant tu connais un peu l'effectif, tu connais la maison, donc l'adaptation se fera d'autant plus facilement, etc. Au détriment d'une certaine expérience, au détriment d'un savoir-faire tel qu'Amboiré qui a cette image collée à la peau, et pas pour rien, de meneur d'hommes, de caractère, qui est plus basé sur la bagarre et les duels, et de marcher sur son adversaire plutôt qu'une philosophie de jeu générale. Mais du coup, c'est vrai que c'est en fonction de, comme tu dis, beaucoup de critères économiques, par rapport à ton effectif, qu'est-ce qui lui correspond le mieux. Et je trouve qu'actuellement, on fait des changements d'entraîneur, mais on ne cherche pas forcément à trouver des entraîneurs qui s'adaptent à l'effectif qui est déjà en place. Et ça, pour moi, c'est une mauvaise stratégie. C'était l'Union Saint-Gilloise, pour répondre à votre question tout à l'heure. Tu libères Bertrand-Antoine d'un poids, je le sens. Ouais, C'était sur le bout de la langue, là, mais il ne Je voulait pas cherchais, sortir. j'étais dans. Mais... Ouais. Merci Nathan, bravo à toi. Merci, Y a Nathan. pas de quoi. On se posait la question aussi peut-être de la pression que peut avoir un coach. On le sait, il faut des résultats très vite maintenant dans le football moderne. Certains, dès qu'ils arrivent, on leur demande du résultat. Et je me tourne un peu vers toi, Bertrand. Pierre Sage, encore Tambouré du côté de Rennes, sont des coachs qui, quand ils sont arrivés, avaient peut-être pas cette pression parce qu'ils arrivaient déjà du club, de l'organigramme du club, mais ils arrivent sans avoir justement ce CV, ce passif. Et là, il y a cette victoire du Stade Rennais contre le Paris Saint-Germain. Mais si elle n'y est pas, sur le papier, tu dis, bon, il n'y peut pas grand-chose, il vient d'arriver. On l'a eu aussi pour Benoît Thavenot avec le match contre Lyon. Est-ce que tu penses qu'aussi les coachs ont une certaine forme de pression comme peuvent l'avoir les joueurs ? Pour prendre les exemples que tu as cités, quand Tambou à Rennes, lui c'est un one-shot en fait. Donc, c'est une forme de pompier aussi. En attendant, tu trouves parfois des intérimaires. Zéro pression. Oui, Zéro pression, tu joues le PSG, donc tout le monde imagine que le PSG doit gagner, donc no stress. Et puis là, il fait même l'exploit parce qu'ils arrivent avec le fond et la forme. Je vais même plus loin. Il avait zéro pression, même si tu jouais, on va dire, le FC Metz ou une autre, que ce soit le Paris Saint-Germain, parce que quoi qu'il arrive, il venait d'en prendre 2 ou 3 fois 3. Les matchs précédents. Il avait perdu à Lens. Oui, et puis avant, j'avais vu un match aussi où ils en avaient pris 3. Il sait que c'est de l'intérim quoi qu'il arrive, qu'il n'a pas espéré à être l'entraîneur sur du long terme ou du moyen terme jusqu'à la fin de saison. Donc voilà, lui, il a une mission, comme tu dis, one shot, je fais ce que je peux. Et je pense que il a eu le mérite de gagner, mais je pense que le mérite vient aux joueurs. Et c'est là que tu vois qu'il y avait peut-être eu un vrai malaise. C'est que pour que les joueurs... Je parlais de la tension tout à l'heure qu'il pouvait y avoir dans le vestiaire. Donc, est-ce que les joueurs sont plus influents désormais ? C'est vrai qu'on a plutôt l'impression qu'il y a une certaine hiérarchie, tu sais. Et bien sûr, parce qu'ils sont bankable, parce que c'est malheureusement, et je parle en tant qu'ancien joueur, les joueurs, et surtout les très jeunes joueurs, ont pris le pouvoir. Parce qu'il y a de la spéculation, parce qu'ils sont bankable, parce qu'ils sont là pour certains la survie du club. Et du coup, ils peuvent se permettre des choses qui ne se seraient pas permis dans le passé. L'entourage également aussi. L'entourage qui met la pression, les agents, la famille, etc. Et au détriment du collectif. Et c'est ça qui met une certaine pression supplémentaire. C'est que du coup, l'entraîneur n'a plus les rênes, doit accepter, avaler des couleuvres, parce que même s'il n'accepte pas quelque chose, il sanctionne le jeune joueur. Au-dessus, on va lui dire, écoute garçon, c'est notre gain marchande. Ouais. Donc, calme-toi quand même. Et derrière, moi j'ai des agents, moi j'ai ici. Donc, c'est tout un système qui fait vaciller. Donc, oui, les joueurs ont de plus en plus de pouvoir parce qu'on leur donne, surtout. Parce qu'on le leur donne. Après, il faut créer l'environnement. Pour avoir eu la chance d'être en immersion avec le RC Lens là, récemment et vu un petit peu le fonctionnement de Pierre Sage, de Jean-Louis Leca et de toutes les personnes qui œuvrent autour de cette équipe-là, l'aménagement, le contexte et comment c'est piloté, ça laisse peu de place à ce genre de dérive.
Tu vois, maintenant, bien entendu, elles existent et donc il faut manœuvrer, mais elles sont là. Donc après, je trouve que l'approche de Pierre, et pour répondre aussi à ta question, pour le compléter, lui, il est arrivé en même temps que Jean-Louis Leca. Donc il y a toute une équipe en fait qui s'est mise en place symbole avec d'un un cycle. staff. Exactement. Et ça, il m'en parlait aussi. Je pense que c'est aussi la raison pour laquelle ça fonctionne bien, c'est qu'ils sont tous dans une même logique. Un rapport de confiance. Et ben oui, parce qu'en fait, dans le partage, président, hein, exactement, mais bien entendu. Et puis, on parle peut-être pas assez de lui, mais il y a aussi le directeur général qui fait un travail en coulisses remarquable. Exactement. Donc, j'ai connu à Reims et qui a mené les échelons petit à petit. Je l'ai connu, il était responsable communication au Stade de Reims. Il est arrivé à Lens aussi, il a marche après marche, et qui a une logique aussi, mais très humaniste. Hein. Pour les connaître, que ce soit Pierre Sage, lui, c'est très humaniste et moins basé sur l'économie. Ou alors l'économie, ils le font passer, ils ont l'intelligence de la faire passer dans l'ombre, même si ils sont confrontés à ce genre de problème. L'humain, ça devrait être un facteur, je pense, différenciant pour des clubs comme le FC Metz, ce que le RC Lens fait très bien dans son recrutement, parce que des jeunes talents, des joueurs talentueux, il y en a plein dans le football professionnel. Mais d'aller réussir à dénicher la pépite, je dis pépite au sens intellectuel du terme, qui va avoir ses valeurs pour s'insérer dans un projet et tout donner pour un club, même un certain nombre d'années, c'est très difficile. Tu as ça, mais pour connaître bien le RC Lens, pour y aller régulièrement, tu as une très grosse base de départ. C'est que ce RC Lens qui est remonté de Ligue 2 a su conserver ses joueurs aussi. Sotoka, c'est le meilleur exemple. Sotoka, ils sont allés chercher Thomasson, capitaine à Strasbourg, qui est l'état d'esprit, Wesley Saïd, Aguilar, qui sont les Grady, qui sont les gardiens, si tu veux, du temple. Donc c'est comme à l'époque à Lille, tu avais le Conseil des Sages avec une partie qui est une base. Mais ça se construit, ça, justement. Ça se construit, mais il faut savoir les conserver aussi. Bah oui. C'est-à-dire que tu vas aller chercher des profils particuliers et après tu les installes et après, comme tu dis, la pépite, elle va s'incorporer, elle va s'adapter parce que tu auras toujours quelqu'un pour faire passer les messages d'au-dessus. Mais par contre, ces joueurs-là, s'ils ont un souci, ils vont être appuyés par l'entraîneur également, qui saura prendre ses responsabilités. Parce que souvent, on dit, bon, moi, j'ai choisi des joueurs, vous faites votre mayonnaise, et si ça ne marche pas, coach, allez-y, moi, j'ai autre chose à faire. Non, on fait ça, une trame, et lui, il est garant, si ça ne va pas, pour appuyer. Et ça, c'est hyper important. Mais les managers doivent être vraiment, vraiment forts, parce que quand vous n'avez pas forcément ces profils-là, ou que vous en avez un ou deux, il y en a quelques-uns qu'on peut identifier au FC Metz, des joueurs d'expérience, Stambouli, Deminguet, Hein. Quand on n'a pas ça, c'est super difficile, parce que j'ai écouté une intervention de Samuel Umtiti tout récemment, qui estimait justement, pour en revenir à ce phénomène des joueurs qui ont de plus en plus de pouvoir. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de joueurs, même des jeunes, qui choisissent un petit peu leur match, qui mettent plus ou moins d'intensité dans une partie ou dans une autre, selon ce que ça peut leur rapporter pour la suite de leur carrière. Et c'est super difficile à manager. Et aujourd'hui, les coachs, ils sont obligés de devoir jongler avec ça, malheureusement. Après, je pense que ce genre de souci que tu dénonces ne concerne pas forcément le FC Metz. Ça concerne peut-être les clubs européens, où forcément tu multiplies les matchs. Avec, je prends l'exemple du Paris Saint-Germain, avec la Coupe du Monde, une année de Coupe du Monde des clubs où Achraf Hakimi commence avec les JO et termine avec la Coupe du Monde. Tu es forcé de choisir tes matchs ou de choisir à un moment donné des bouts de match. C'est ce que disait Mbappé. En plus des joueurs explosifs, des joueurs à grande vitesse, tu es obligé. Tu as quoi, 60 matchs ou ton corps, à un moment donné, il te dit... Tu as une carrière à gérer. Donc, en gros, tu joues les 20 premières minutes, tu gagnes 2-0 et tu gères. Et après, on va dire, ouais, mais là, c'est pas le vrai Achraf Hakimi. Ou contre Metz, on fait tourner, ou tu joues différemment. Tu es obligé parce que tu as combien de matchs de Ligue des Champions, tu as la Coupe du Monde des clubs, tu as la sélection, tu es forcé. Donc, pour ce genre de club-là, c'est le système qui impose. Mais je l'identifie quand même un petit peu au FC Metz, parce que quand tu vois... alors, c'est pas que ça. Est-ce que c'est voulu ? Ce serait trop simpliste de dire ça. Quand tu vois la différence de prestations entre un match contre le Paris Saint-Germain, pas le dernier en date, mais celui à l'aller à Saint-Symphorien, et la prestation contre Auxerre ou contre d'autres concurrents directs, il y a quand même une petite voix qui nous dit que... Je ne suis pas sûr que ça soit conscient.
Tu vois ce que je veux dire? Le PSG, comme tu dis, le PSG à domicile, c'est une fête, le stade est plein, t'as rien à perdre, t'as tout à gagner. Auxerre, match de la peur, tu sais que si tu entames mal, tu vas avoir les sifflets, tu sais que ça va être un match galère, hein, sauf si tu te le rends facile, mais normalement c'est un match galère. Je pense que c'est pas conscient, je pense que honnêtement, parfois c'est mental. Ouais. Tu as des joueurs, Essentiellement. face à ce genre de rencontre, ils ont les jambes qui tremblent. Ils répondent. Contre Paris, bah, soit tu en prends 7, ce qui n'est pas le cas, soit tu fais des coups par coup et tu te lâches parce que tu dis de toute façon, je suis en dessous. Ouais, même inconsciemment, je trouve que c'est alors effectivement, c'est pas volontaire, mais c'est inquiétant, n'empêche en termes de mental et dans ce que tu dois mettre sur la table et sur le terrain quand tu es sportif de haut C'est niveau. le haut niveau, Arthur. C'est la différence entre des bons joueurs, des très bons joueurs et des grands joueurs. Et après, il y en a qui passent le cap. Il y en a qui ont cette faculté à avoir ce mental et à se sublimer, mais qui ont techniquement pas les mêmes moyens que d'autres. Et du coup, ils arrivent à passer outre ça. Tu as d'autres qui sont techniquement au-dessus. Tu te dis, c'est pas possible. Mais par contre, au niveau mental, ça ne suit pas. Mais ça, c'est chacun. Après, c'est chacun à sa carrière. Enfin, je pense que... Moi, je partage complètement. La gestion des émotions, pour moi, c'est la clé sur le haut niveau. Et on se pose des questions parfois, justement, pourquoi ces joueurs, joueuses ne performent pas à l'instant T. Mais parce qu'en fait, l'humain, parce que tu parlais de l'humain, et c'est pour ça qu'il faut toujours le mettre au centre du projet. Il y a des émotions. Et cette gestion des émotions, parce que là, tu fais référence au mental, c'est la clé du sportif de haut niveau. On l'a vu au JO. Il y a des sportives qui ont obtenu des médailles. Elles ont vécu des choses dans leur vie, dans la préparation en amont. Tu te dis, mais attends, mais comment ils font en fait pour en arriver là? Mais parce qu'il y a des outils, il y a des leviers, il y a un accompagnement, et c'est souvent un sujet assez tabou dans le monde du sport et peut-être du football. Mais l'accompagnement mental, c'est pas parce que tu es faible, et souvent on l'associe à la faiblesse en fait des personnes, alors qu'au contraire, et comme tu le disais, on se prépare physiquement, on se prépare tactiquement, il faut se préparer aussi mentalement. Tu parles justement d'aspect mental, on va développer cette notion-là, notamment pour le FCMS. C'est vrai qu'on a un petit peu divagué, mais ça fait du bien de temps en temps de prendre la Ligue 1 au sens large du terme. Il y a une rencontre qui arrive ce week-end qui sera importante et qui demandera de se sublimer. On passe au journal de la Ligue 1. Et Arthur, ce que tu faisais mention des matchs plus ou moins abordés par le FCMS cette saison, il y a un adversaire qui arrive et qu'on va regarder un petit peu en statistiques, qu'il faudra bien aborder, quoi qu'il arrive, on l'a dit, il y a une urgence 2 points au FC qui accueillera le Stade Brestois, 11e de Ligue 1 avec 30 points. C'est 8 victoires, 6 nuls et 9 défaites. On a le meilleur buteur, Romain Del Castillo, ou encore Ludovic Ajorc en meilleur passeur. Récent gagnant de l'Olympique de Marseille notamment, donc qui arrive avec un petit brin de confiance. Je ne sais pas s'il faut leur enlever ou pas les guillemets du mot abordable pour le prochain adversaire du FC Metz. C'est un match qui est tout sauf abordable. Après, si tu colles l'adjectif abordable à toute équipe qui ne fait pas la Ligue des Champions cette année, pourquoi pas? Encore que c'est une équipe qui a fait la Ligue des Champions auparavant, le Stade Brestois. Juste une petite digression sur les stats, c'est quand même marrant. Le numéro 10, enfin ailier, c'est le meilleur buteur, et le numéro 9, c'est le meilleur passeur. Donc, le dépassement de fonction. Je ne sais pas ce que ça traduit, peut-être un dépassement de fonction, mais en tout cas, c'est une équipe avec de très bons joueurs de football qui sont confirmés dans cette Ligue 1. Alors, est-ce que Brest va se présenter à Saint-Symphorien? On parlait de choisir les matchs, mais un petit peu plus dans une forme de relâchement, de dilettante que par rapport à un match contre l'OM. C'est peut-être une chance du FC Metz. Brest ne joue pas sa survie, Brest est tranquillement installé dans ce milieu de tableau. Ça pourrait être un argument en faveur du FC Metz. Encore faut-il d'entrer, parce que les entames de match catastrophiques, on en a vu récemment. Encore faut-il d'entrer pour le FC Metz réussir à mettre de l'impact et montrer qu'on a envie de gagner ce match malgré tout ce qu'on a subi récemment. Et gérer ses émotions, Franck, parce qu'on se souvient du match aller. Le FC Metz avait eu beaucoup de difficultés, avait craqué dans les dernières minutes pour plusieurs raisons, mais ça aussi, il va falloir faire important parce qu'aujourd'hui, le contexte au FC Metz, on le connaît, il est celui qu'il est. Il va falloir jongler avec ça maintenant. Quand tu parles de match abordable, pas abordable, je dirais que
c'est secondaire. Là, le FC Metz doit s'occuper de son propre chef. C'est-à-dire que c'est à domicile, tu as besoin incroyablement de prendre des points. Tu vois cette équipe de Brest, comme tu l'as dit, milieu de tableau. 8 victoires, 9 défaites, donc ça souffle chaud le froid. Contre Marseille, alors parce qu'ils connaissaient le nouveau et l'entraîneur Habib Beye, ça a souri. Mais je les ai vus, cette équipe aussi, balbutier leur football. Donc comme je dis, tout va dépendre de comment on va aborder le FC Metz, ce match, ce qui va leur rendre difficile. Je pense que si tu leur rends difficile, c'est une équipe qui peut craquer assez facilement et tu peux remporter les 3 points. C'est juste les ingrédients que le FC Metz va mettre dedans. Parce que si tu me dis que ce match-là n'est pas abordable, je ne vois pas lequel, en fait. Toi, je me pose la question, si Brest n'est pas abordable à domicile, alors bien évidemment, tu as 13 points. Donc tu vas te dire, bon, tous les matchs sont compliqués, mais celui-là, il n'est pas plus compliqué qu'un autre, enfin pour moi. Il n'est peut-être pas plus compliqué qu'un autre, mais voilà, on le sait, le FC Metz est lanterne rouge de Ligue 1. Alors si beaucoup ont perdu espoir, mathématiquement, le maintien est encore faisable. Au moins les barrages, il y a encore des solutions, mais évidemment, le mental fait défaut au FC Metz. Et peut-être que Benoît Tamenot a appuyé sur un point qui peut faire mal au club après la rencontre face au Paris Saint-Germain. On va l'écouter. Après, le FC Metz, aujourd'hui, il est ce qu'il est, économiquement. Mais après, sur d'autres valeurs, on peut exister en Ligue 1. Hein. À un moment donné, il va falloir stabiliser le club là où il doit être, c'est-à-dire en Ligue 1. Moi, je suis revenu il y a un mois, mais ça fait 8 mois ou 9 mois que j'entends le FC Metz, ils vont descendre, on va descendre. Et ça, c'est insupportable. Les joueurs, depuis la préparation, ils entendent on va descendre, donc c'est pas possible. À mon avis, il faut changer le logiciel. Et quand tu entends tous les jours, on va descendre, on te dit qu'est-ce que c'est, c'est dur. Donc moi, je m'efforce tous les jours de dire on va pas descendre. On va regagner un match et on va avancer. Tous les jours. Mais s'il n'y a que moi qui y crois, ça va pas fonctionner. Hein. Ça va pas fonctionner. Donc moi, j'y crois encore. Voilà, il va falloir gagner 4 matchs, 5 matchs, j'en sais rien. Je pense qu'on est capable de le faire, à condition d'être meilleur, c'est une évidence. D'être aussi engagé, mais d'être meilleur. Et après, il se passera ce qui se passera. J'en peux plus. 10 conférences de presse, vous me faites faire, voilà, à Paris. C'est bon ? Non, je peux faire une question, mais je suis fatigué. C'est bon, merci. Elle veut dire beaucoup, cette conférence de Benoît Tamenot. Bertrand, c'est vrai que là, il a cité un petit peu la situation. Voilà, moi, dans l'émission, je regarde tous les jours, je vous fais regarder le classement et comparer, machin, parce que voilà, il faut qu'on tienne 1 heure, qu'on fait 2 émissions par semaine. Mais c'est vrai que voilà, beaucoup ont lâché un petit peu déjà l'espoir du maintien. Alors, à raison ou à tort, à raison parce que la situation est escalée, le FC Metz est dernier, et que dans la qualité de football, il y a quand même pas mal de choses à reprocher. On l'a dit, défensivement notamment. Mais est-ce que tu es d'accord avec lui pour parler de cet environnement nocif un petit peu de manière générale ? On l'a un petit peu pointé du doigt cette saison, je me souviens de Stéphane Molins qui en avait parlé. Est-ce que tu le ressens comme ça toi aussi ? Ça fait 25 ans que ça dure, donc ça serait quand même entre la Ligue 1, la Ligue 2, la Ligue 1, la Ligue 2, même le national à un moment donné, et puis on repart. Donc ça, c'est un état de fait. Maintenant, je pense que ce qui est important pour le coach et les joueurs, c'est de se couper. Il l'a bien dit, je le répète tous les jours, et il a raison. Il faut y croire. Il faut y croire parce que si tu n'y crois pas, forcément, ça va être difficile de l'obtenir sur le terrain. Quand j'ai entendu ça, j'ai tout de suite une image qui est venue en tête cette saison. C'était les supporters qui étaient aux côtés de Christophe Pellissier à Auxerre et qui disaient voilà, nous on est avec vous, coach, on va le faire, même si après Auxerre, c'est peut-être pas les mêmes problèmes, c'est plus du réalisme qu'autre chose. Mais c'est vrai que j'avais vu ça et aujourd'hui, tu vois, ils sont dans un petit peu meilleure position. Je ne sais pas si ça fera toute la différence, évidemment. Alors, il y a des gens qui ont pensé que c'était visé envers les supporters, donc je ne pense pas. Je pense que c'est plus global, cette notion d'ascenseur. Le FC Metz lui-même en rigolait dans les tifos l'année dernière au moment d'affronter Reims. C'est vrai que c'est une étiquette qui colle au club depuis plusieurs années, Franck. On ne peut pas se cacher, malheureusement. Non, mais le problème, c'est qu'elle s'est installée. Alors, et franchement, pour des raisons claires, je veux dire, à un moment donné, c'est que tu n'as pas fait ce qu'il fallait pendant les 20-25 années pour stabiliser le club, qu'il y a eu des erreurs de fait. OK. Maintenant, tu es dans une saison, et ce n'est pas contre les supporters, mais je pense que la clé, comme il l'a dit, comme tu le dis, c'est tu sais que tu as un environnement qui pense ça, qui ne va pas se gêner. Parce que moi, je pars du principe que la nature humaine, elle n'est pas forcément si bonne que ça, et qu'elle est toujours là pour te rappeler ce qui ne va pas. Alors, quand sur un coup, elle va te féliciter, mais elle va revenir aux fondamentaux de dire oui, mais c'est super ce que tu as fait, mais c'est une fois.
Toi, il y aura toujours l'aspect négatif pour te le rappeler. Mais après, c'est à toi, en tant que sportif de haut niveau, c'est à toi, en tant que professionnel, c'est à toi de te dire, OK, vous pensez ça, mais moi, je vais vous faire mentir. Collectivement, individuellement, et puis ces gens-là, c'est à toi d'inverser la tendance. Cette tendance, elle s'est faite depuis 20 ans, 25 ans, elle est là, et globalement, on ne va pas s'empêcher de te la rappeler. Supporter qui nous fait dire, ça me fait penser au problème dans les têtes du PSG avec la fameuse remontada, une étiquette Oui. qu'on te colle et qu'il faut par toi-même aller. C'est ça, et, on va pas, et les gens, tu ne peux pas empêcher l'environnement extérieur de te le rappeler. Tu auras toujours quelqu'un à chaque fois. Et je fais le lien avec l'émission un petit peu plus... On en a fait quelques-unes depuis le début de la saison. Non, mais je parle de celle-là, là, de tout à l'heure. Le changement d'entraîneur, c'est pas là en fait le problème. Le problème, il est beaucoup plus profond. Et en fait, les supporters, ils aiment le club. Ils ont connu le club dans des moments forts sur la fin des années 2000. Et donc, on a cette nostalgie. On est triste. Moi, je me souviens quand j'étais petit et que je regardais les matchs, quand le FC Metz perdait, ça me touchait en fait. J'étais vraiment touché, comme peuvent être touchés en fait les supporters. Et effectivement, là aujourd'hui, en fait, ça c'est comme tu disais, Franck, ça s'est installé au fil des années parce que une routine. Et c'est la grosse difficulté, je pense, mais que ça soit en externe ou en interne. C'est-à-dire que c'est latent et effectivement après il y a un contexte économique aussi qui a à prendre en considération où il y a eu quand même des changements sur l'après-Covid, les droits télé qui sont pas négligeables. Mais c'est la même donne pour tout le monde. On prend l'exemple de Brest. Brest a un plus petit budget que le FC Metz. Brest, je pense pas qu'ils aient un investissement. Non, c'est pas ça. C'est qu'ils n'ont pas un investissement comme le FC Metz a fait dans leur stade. Donc, en fait, ça questionne la stratégie du FC Metz aussi. Exactement. Oui. Exactement. Après, la lecture en fait d'un budget. Au vu des investissements que tu as fait, et il y a eu des gros investissements dans le centre d'entraînement à Frascati, dans le centre de formation. Le centre de formation du Stade brestois n'est pas aussi coûteux que celui du FC Metz et de la Génération Foot. Exactement. À la formation en tant que telle, dans ce pôle A3. Après, tu parleras de la rentabilité et de ce que rapporte. Mais ça, c'est encore un autre sujet. Mais c'est vrai que c'est le club dans son intégralité qui doit donner des signaux positifs. Toi, divulguer un message super positif, on fait ci, on fait ça, et puis essayer, toi, de changer ce climat un peu délétère. Mais après... Mais dans la vie, et t'en parlais tout à l'heure, quand on n'est pas bien, qu'est-ce qu'on fait ? On a tendance à se refermer sur soi-même. Oui. Et le FC Metz, c'est ce qu'il fait. Et malheureusement, c'est ce qui n'est pas compris par le grand public, qui attend justement peut-être des réponses qu'il est en capacité de donner ou pas. Mais je pense qu'il y a des réflexions à mener dans ce domaine-là. Mais encore une fois, c'est humain. Quand tu n'es pas bien, tu te protèges. Et tu disais, Franck, en plus, les gens sont plutôt tendance à te rappeler quand ça va pas. Puis alors les supporters, on va le dire, je vais te lancer là-dessus, Arthur. C'est vrai qu'il y a eu ce communiqué, alors on va en parler, ça fait partie de l'actualité. Avant la rencontre de ce dimanche, il y aura un rassemblement des supporters de la Groupa et de la Horda. Les deux veulent aujourd'hui exprimer la lassitude qui est à son comble, je cite. Les deux groupes appellent à un cortège pacifique, je le mets entre guillemets, parce que ça aussi c'est une citation. Ce dimanche 1er mars à 14h30, place de la République, soit à quelques heures du coup d'envoi du match face au Stade brestois. Ouais, et d'ailleurs, Aymeric, je me permets de citer, parce qu'on a l'image en régie, mais on ne voit pas forcément très bien. Je vous sors une citation. Ce mouvement constitue une première action et a pour but d'exprimer notre profonde amertume, mais aussi notre amour du club et notre exigence d'un avenir plus digne de ses couleurs. C'est vrai que la finalité de la saison n'est pas encore connue, Arthur, mais là, les supporters disent, on a dit, ça fait 25 ans. Tu ressens vraiment c'est la saison de trop ? Ou en fait on est juste en train de dire maintenant il faut que quelqu'un bouge dans tout ça en fait. C'était la saison de trop il y a 2 ans, comme ça l'était il y a 4 ans. Moi j'ai l'impression. Je pense qu'à partir de la première c'est la saison de trop, c'est pareil parce que tu veux pas vivre ça, peu importe l'amoureux du club que tu es. Moi j'ai l'impression que je sais pas, que il y aura toujours au moins une partie des supporters qui seront toujours derrière le club parce qu'il y aura peut-être des émotions positives en Ligue 2. On aura l'impression que ça y est, le club a appris de ses erreurs. Enfin, pour reprendre la citation de Tavenot tout à l'heure, ça fait quelques mois qu'il est là et il en a marre d'entendre cette narrative.
Alors imaginez les supporters du FC Metz qui non seulement l'entendent et la vivent depuis 20 ans, donc forcément qu'il y a cette lassitude. Puis, je vais reprendre un élément du communiqué, ça a été dress code noir. Est-ce qu'on enterre déjà les espoirs de maintien du FC Metz? C'est compliqué. Donc effectivement, les supporters sont lassés. Et ce qui est d'autant plus frustrant, rageant, lassant, tout ce qu'on veut, c'est qu'on a l'impression que cette situation où le FC Metz est à chaque fois la risée de la Ligue 1 et se fait moquer par tous les observateurs, on a l'impression que c'est accepté même par les têtes pensantes du FC Metz. Quand en début de saison, on a le président qui, certes, veut être honnête et énonce la réalité économique du club, dès cette première conférence de presse, quelques instants, quelques semaines à peine après la montée qui a fait vibrer tout le monde à Reims, on nous annonce directement la couleur en disant que ça va être très compliqué de se maintenir, on doit vendre. On n'instaure pas et on n'insuffle pas une dynamique de victoire. Donc je pense que Benoît Thavdo visait personne dans son propos, mais ça part de là, les ambitions. Ça part déjà d'un discours qu'on veut positif. Et il y a eu une fenêtre de 3 matchs où on a pu positiver cette saison avec le FC Metz. Sinon, pendant toute la saison, la narrative était négative. Donc forcément. Après, pour faire la balance, est-ce que de préciser ça, c'est pas aussi justement mettre en avant, parce qu'on parle de nouveau cycle la saison dernière avec Frédéric Carpillon, Stéphane Luyan, c'est pas de dire, voilà, malheureusement, oui, il y a cette montée, mais malheureusement, la réalité est toujours celle-là, quoi qu'il arrive. Donc voilà, c'est peut-être aussi mettre des problèmes sous le tapis, je ne sais pas. C'est pour argumenter rien le ne débat. t'empêche d'avoir une communication plus positive, c'est-à-dire que tu peux être objectif. En disant qu'il y a des soucis. Objectif. C'est-à-dire que ça reste les affaires de la direction, tout ce qui est un peu financier et tout, et pas besoin de le mettre sur le devant de la scène, c'est ça? Après, le problème, c'est que tu as beaucoup de personnes qui vont dire oui, mais c'est trop opaque, on n'a pas de discours par rapport à la situation du club. Tu auras toujours des gens qui vont venir chercher. Non, c'est de trouver certainement un juste milieu en disant voilà, l'objectif de la montée est réalisé à Reims et de manière spectaculaire, etc. Elle a été dure. Par contre, on entame un nouveau cycle en Ligue 1. On sait que c'est dur, mais j'ai hyper confiance en notre effectif. On va mettre tous les moyens pour se maintenir. Point. Après, plus besoin de tergiverser. De toute façon, les joueurs qui sont là, ils veulent se maintenir. Je veux dire, tu commences une saison, tu ne peux pas te dire dans la tête c'est compliqué ou on va finir par descendre. Non, ce n'est pas possible. Après, il y a comme tu dis, il y a le déroulé, ça commence très très mal. Tu peux le voir même dès la préparation. L'impréparation, justement. Avec ce match en Allemagne, avec ce match contre Thionville que j'avais assisté, j'avais dit waouh, c'est compliqué, qu'est-ce qui se passe Sur 90 minutes, tu ne fais pas beaucoup de victoires cette saison en préparation. Ouais, J'ai plus tous les matchs en tête, mais comme je dis, Thionville, tu gagnes, mais tu gagnes après 120 minutes, je crois. Donc oui, à 90, tu perds. Oui. Tu perds contre Lens. En fait, c'était les matchs qui étaient un peu plus niveau Ligue 1. En fait, tu n'étais pas du tout dedans. Après, c'est une préparation par expérience. J'ai connu des préparations où tu gagnais tous les matchs amicaux, où tu arrivais. Ça, c'est le dilemme de certains clubs. Ils perdaient tout, mais gagnaient tout en championnat. Derrière, ils gagnaient tout en amicaux, mais en championnat. Et là, c'est l'aspect mental. Hein. Parce qu'en préparation, tu n'as pas de pression, tu joues, tu es libéré. Et là arrive ce qui compte, les points. Après, il y a aussi malheureusement le constat, Stéphane Lemien avait dit sur notre plateau, on a invité à toute première émission, il disait que peut-être que le calendrier de la préparation n'était pas au niveau de ce qu'il fallait attendre après. Mais ça, après le calendrier aussi. C'est un autre débat. Tu parlais de la série des 3 victoires tout à l'heure. C'est une petite donnée que j'ai envie de mettre en avant. J'en ai fait beaucoup la première phase. Je le ferai encore maintenant, Bertrand. Le bâton de Bourbotte pointe le bout de son nez. C'est Brest qui le détient en ce moment. Allez. Mais je me posais une question. Alors, j'en fais un petit peu trop peut-être, mais est-ce que de pouvoir matérialiser justement un espoir de maintien, parce que si tu le gardes jusqu'à la fin de la saison, c'est-à-dire que tu ne perds plus. Juste ça. Est-ce que de pouvoir matérialiser peut-être tes espoirs, est-ce que ça peut permettre peut-être d'amener quelque chose? Je pense pas de la part des joueurs. Franck en a parlé tout à l'heure, ils sont professionnels, c'est leur métier. Par contre, oui, ça amène une éclaircie pour moi, voilà, dans une période. Heureusement qu'il fait beau aujourd'hui d'ailleurs. Pour les superstitieux, ils peuvent y voir un signe. Un clin d'œil. Surtout que toi, tu vas communiquer autour de ça. C'est ce qui se fait en ce moment quand tu l'as. Donc, tu vas peut-être envoyer une petite vague de, entre guillemets, positivisme. Non, mais tu peux t'en servir, oui, effectivement, pour te dire
La dernière fois, on l'a récupéré. Non, mais ouais, bah, moi, je prends tout, hein, ce qui peut apporter quelque chose. Donc, je me dis, ah bah ouais, tiens, bah, c'est un petit signe, donc peut-être que. C'est du destin. Ouais, c'est une petite destin, donc on va faire ce qu'il faut, on va le récupérer. Et puis, putain, le signe du destin, c'est la dernière fois, on l'a gardé 3 matchs. T'imagines, tu doubles ton capital de. Des matchs que tu pensais pas gagner, tu as récupéré à Lens. Ah oui, non, mais oui, mais quel que soit le truc, tu t'en fous. C'est une bonne chose. Tu l'as perdu à Brest. Mais tu fais une. C'est peut-être une bonne chose. Donc c'est encore un signe. C'est Brest qui va te le rendre. C'est bien. Donc tu peux te servir de tout ça et se donner un petit, on va dire, une situation qui est compliquée, lourde, dramatique. Tu peux te servir de ça pour dire, oh les gars, c'est le signe. Hein. Moi, je serai le premier dans le vestiaire pour redonner un petit peu le sourire en disant, bah c'est Brest qui nous a. Toi. Ça peut servir, toi. Bien sûr, c'est tous les J'ai leviers. bien fait d'en parler. Mais oui, non, mais Tous les leviers sont bons à utiliser pour l'aspect mental. c'est ça, c'est peut-être bête ce que je te dis, mais moi, ça, je m'en sers dans le vestiaire. Je lui dis, oh les gars, la dernière fois, on l'a eu, on a gagné 3 matchs. C'est Brest qui nous l'a pris, à nous de le reprendre. Un petit clin d'œil, c'est un signe du destin, il faut s'en servir, les gars, et tu fais sourire. Ouais. Vous êtes quand même sacrément désespérés, les gars. Non, mais toi, on prend tout ce qu'il y a à prendre. Écoute. c'est ça. Et sinon, la saison, elle est longue pour nous aussi. Attends, et même s'il y a des enjeux financiers, et des carrières économiques, ça reste du football, ça reste un jeu, et il faut que tu te serves de tout ça. Parce que si et du plaisir, si tu ne te sers pas de ça, tu es dans ton truc de dire ouais, on va descendre, ouais, je vais perdre 30% de mon salaire, 40%, il y a des gens qui vont se licencier. Il faut l'avoir en tête, hein, je ne dis pas. Mais le cœur du métier que tu fais, c'est du plaisir, c'est du loisir et c'est du sportif. Et nous, donc tu dois faire quelque chose. Nous, on prend beaucoup de plaisir et malheureusement, il va falloir qu'on s'arrête là. Avant ça, quand même, je ne veux pas vous laisser sans le programme du week-end, que vous sachiez un petit peu où est-ce que vous en êtes. Dès ce vendredi soir à Strasbourg, Lens, affiche plutôt sympa pour démarrer cette nouvelle journée. Rennes, Toulouse, Monaco, Angers, Le Havre, Paris, Saint-Germain samedi. Dimanche, là, ce sera important pour la mission maintien. Il y aura Paris FC Nice, mais également Lille, Nantes, Lorient, Auxerre et Metz-Brest pour le cadre du multiplex du dimanche. Et le soir, Marseille-Lyon, de quoi évidemment avoir de s'occuper tout le week-end, évidemment. Nous, on sera évidemment au match. On y sera aussi un petit peu avant, voir ce que les supporters ont à dire. Et évidemment, on l'a dit, on débriefera tout ça avec, on l'espère, le bâton en plateau ou pas, mais déjà dans les poches de SMS, ce serait bien. Merci, messieurs, de m'avoir accompagné. Puis nous, on se dit à très vite sur Moselle TV. Tous derrière les grenats en regardant le Graouli Mag avec les centres Leclerc de Moselle. Et pour toujours plus de promos, téléchargez l'application Mon Leclerc.